Bonjour, la présente capsule s'adresse aux étudiantes et étudiants de la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa, étudiants de deuxième année. Donc, ceci est la deuxième capsule de deux. Donc, dans la première partie, nous avions étudié surtout le vocabulaire de base, certaines notions importantes par rapport aux maladies émergentes, puis nous avions donné quelques exemples de maladies réémergentes. Donc, dans la présente capsule, on va regarder surtout deux choses. Les principales maladies infectieuses émergentes, donc celles qui sont à surveiller dès maintenant, des virus souvent que l'on ne connaissait pas, donc qui sont nouveaux pour la médecine, et ensuite, on va s'attarder beaucoup aux micro-organismes qui sont multirésistants aux antibiotiques ou autres antimicrobiens. Donc, allons-y. À commencer par les coronavirus. De toute évidence, nous sommes présentement dans une pandémie liée à un coronavirus, donc on commence par ces derniers, mais je vais faire un petit rappel sur quelques épidémies / pandémies liées à des coronavirus qui ont eu lieu par le passé ou qui ont eu lieu mais qui n'ont pas eu la même résonance à travers la planète comme la COVID-19 l'a eu. Donc, si on regarde les coronavirus en tant que famille de virus, ce sont des virus que l'on dit enveloppés. Ça veut dire qu'ils ont une couche de lipides autour de leur coque protéique. Donc, cette couche de lipides-là, souvent, on va y retrouver des protéines. Et ces protéines-là vont souvent servir de clé au virus. Donc, ils vont être des protéines qui vont permettre au virus de reconnaître et de s'attacher à ces cellules cibles. Donc, les coronavirus sont des virus enveloppés. Ils ont un génome d'ARN, quand vous voyez SB, ça veut dire simple brin. Okay? Donc, on le compare par exemple à l'ADN double brin. Donc, on a deux brins antiparallèles de nucléotides. Donc, l'ARN, dans ce cas-ci, est un ARN simple brin à polarité positive. Polarité positive, ce que ça veut dire, c'est que dès l'entrée dans nos cellules, les enzymes, okay, les ribosomes, peuvent reconnaître et lire directement cet ARN-là okay, et produire des protéines virales dès leur entrée. Okay, on va voir un petit peu plus tard que certains génomes sont d'ARN simple brin à polarité négative et dans ces cas-là, l'ARN devra être converti en ARN à polarité positive par des enzymes virales que le virus, dans le fond, transporte avec lui lors de son entrée dans nos cellules. Mais bon, coronavirus, génome ARN simple brin à polarité positive. La première, on va dire pandémie, okay, mais ça a été, somme toute, limité là, en termes du nombre de cas, mais ça a quand même fait plusieurs morts, donc en anglais c'est un mot. Donc c'est en 2002-2003 que l'épidémie a commencé. Ça a commencé surtout dans la région de Hong Kong, okay? Dans un hôtel, à vrai dire. Et il y aurait eu à ce moment-là ce qu'on appelle un super spreader. Donc, une personne qui, elle seule, a pu en contaminer des dizaines, voire des centaines d'autres. Donc, la personne aurait été en contact avec plusieurs autres personnes et il y a eu par la suite des voyages en avion. Donc, des gens qui sont revenus, on le voit au Canada, aux États-Unis, sont allés à Singapour, au Vietnam, en Irlande, etc. Donc, c'est comme ça que le SRAS, donc le syndrome respiratoire aigu sévère, ça c'est le nom de la maladie, s'est dispersé. Le SRAS était une infection beaucoup plus virulente que ce que l'on connaît maintenant avec la COVID-19. On parle d'un taux de mortalité de 10%. Ce qui a évité, dans le fond, un petit peu la pandémie comme on la connaît maintenant, c'est que les personnes qui en sont affectées par ce virus-là ont des symptômes très rapidement et ont des symptômes assez importants. Donc, ils vont être facilement identifiés. Donc, on va pouvoir les isoler avec une plus grande efficacité. Disons, le traçage des personnes est moins difficile à faire parce qu'on le voit dans les symptômes que la maladie frappe un petit peu plus fort. Donc, on a pu juguler cette infection-là assez rapidement sans qu'il n'y ait eu de confinement, sans qu'il n'y ait eu aussi besoin d'un vaccin. Enfin, on avait essayé de développer un vaccin et on n'avait pas réussi à l'époque. Donc, le SRAS, c'est une infection des voies respiratoires inférieures. Ça aussi, ça peut avoir contribué au fait que la maladie était plus difficilement transmissible. Quand c'est les voies respiratoires supérieures, c'est plus facile peut-être au virus de s'y rendre et de causer l'infection. Donc, dans ce cas-ci,
Dans le fond, je réponds un petit peu là, à la question qui est en dessous. Donc, pourquoi est-elle disparue mais que la COVID-19 persiste? Bien, c'est ça. C'est que le lieu physique, dans le fond, anatomique où le virus va venir s'insérer n'est pas nécessairement le même. Pour la COVID-19, on a beaucoup de personnes qui sont asymptomatiques, mais qui peuvent quand même transmettre l'infection. Donc, c'est plus difficile d'identifier les personnes qui n'ont pas de symptômes. Peut-être même les gens qui n'ont pas de symptômes ne vont pas aller faire de tests de dépistage. Donc, ils peuvent continuer à transmettre l'infection sans en être conscients. On a ensuite un autre coronavirus qui cause cette fois-ci le MERS. Le MERS, c'est l'acronyme en anglais, mais en français, c'est le syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Donc, la première épidémie que l'on a vue de ce virus-là a été en Jordanie en 2012. La plus récente en 2020 en Arabie Saoudite. Donc, les réservoirs, donc où se cache ce virus-là, c'est surtout dans des chauves-souris, des dromadaires et des lamas ou des alpacas. Donc, les animaux sont les réservoirs et les humains qui sont en contact avec ces animaux-là, donc vont être par la suite infectés. Dans le cas du MERS, encore une fois, on peut se réjouir que ce ne soit pas ce virus-là qui se soit propagé à la grandeur de la planète parce qu'on parle d'un taux de mortalité de plus de 30%. Donc, si vous regardez les chiffres dans l'image de droite, là, on parle de 866 décès sur 2519 cas répertoriés. Okay? Donc, ça, c'est les données d'il y a un an, là, en janvier 2000. Donc, c'est assez important comme taux de mortalité. Là. Si on le compare à la COVID-19, avec un taux de mortalité environ de 1%, peut-être un peu moins si on essaie de calculer les personnes qui sont asymptomatiques et qui n'ont jamais eu à déclarer leur infection. Parlant de la COVID-19, eh bien, on le sait, okay, c'est un virus qui est apparu fin de l'année 2019 dans une province de Chine. Ça s'est propagé par la suite à grandeur de la planète en 2020 et on est encore en 2021 aux prises avec cette pandémie-là. Donc, avec le confinement, les deuxième et troisième vagues. On est présentement dans une troisième vague d'infection. Donc, il faut le plus vite possible contrer la propagation de ces virus-là et de leurs variants. Parce que l'on sait maintenant que plusieurs variants circulent. Variants britanniques, brésiliens, entre autres, sud-africains aussi. Donc, il faut le plus rapidement possible limiter donc, les contacts pour éviter les transmissions, mais il faut aussi accélérer la vaccination pour limiter le nombre de personnes qui pourraient être infectées. Parce que chaque personne infectée peut devenir le vecteur ou l'endroit dans lequel un virus pourrait devenir un mutant, devenir un variant. Donc, moins il y a de personnes infectées, moins le virus a de chances de subir des changements, des mutations et de devenir un variant qui pourrait peut-être être plus virulent, plus transmissible, comme on l'a vu par exemple avec le virus ou le variant britannique qui est plus transmissible et qui semble avoir aussi là, un taux de mortalité un petit peu plus élevé. Quand je dis un petit peu plus, là, on parle de 60% de plus de mortalité, mais c'est un 60% qui s'ajoute au taux de mortalité du virus initial. Donc, ce n'est pas un virus qui est mortel à 60%. Si on avait une mortalité de 1%, donc 60% de plus, la mortalité du variant britannique, par exemple, serait de 1,6%, et non pas de 60%. Si, par curiosité, vous voulez voir l'évolution de la pandémie à travers le monde, le nombre de nouveaux cas par pays par jour, le nombre de nouveaux décès par pays par jour, le nombre de cas rétablis aussi, ça peut être intéressant de voir qu'il y a des gens qui en guérissent. Je vous invite à aller voir le site Worldometers. Vous trouvez la page sur la COVID et vous avez une panoplie d'informations sur le développement de la pandémie. Donc, on espère que d'ici quelques mois, avec la vaccination, les chiffres vont diminuer, mais il faudra que la vaccination s'accélère, non pas seulement dans les pays riches, mais dans les pays pauvres. Là où, justement, si les gens n'ont pas accès au vaccin au même rythme que dans les pays riches, eh bien, des variants pourraient apparaître dans ces pays-là. Et qui sait, si un variant n'était pas reconnu par le vaccin que nous utilisons présentement, eh bien, on pourrait avoir une pandémie qui recommence. Donc, on ne le souhaite pas, mais de toute évidence, la vaccination devient très importante. Donc, ici, les symptômes les plus fréquents de la COVID, donc on va avoir la fièvre, fatigue, toux sèche, expectoration, souffle-court, diarrhée dans quelques cas. Au début de la pandémie, là, on va dire en mars-avril 2020, on suspectait quand même là, que par les diarrhées, que le virus puisse se propager.
D'ailleurs, on peut détecter le virus dans les selles et il y a plusieurs villes qui vont justement tester les eaux d'égout pour avoir une idée de la transmission ou du nombre de personnes approximatifs qui seraient infectées ou porteurs du virus dans certains secteurs d'une ville donnée. Donc, on peut détecter le virus comme ça. Ensuite, maux de tête, congestion nasale, maux de gorge, quand même des pourcentages un petit peu moins élevés, douleurs articulaires, frissons, nausées et vomissements. Mais quand même, fièvre, toux sèche sont peut-être les principaux. Certaines personnes aussi vont avoir une perte soit de l'odorat ou du goût. Peuvent être des symptômes qui apparaissent. Les grippes, particulièrement donc, la grippe A, là on parle d'orthomyxoviridae, donc une autre famille de virus. Ce sont aussi des virus enveloppés. Et peut-être une chose que j'ai oublié de mentionner pour les coronavirus et les virus de la grippe. Donc, les virus sont enveloppés, oui, et ça peut devenir intéressant, surtout lorsque les virus sont dans l'environnement. En ayant une enveloppe, ces virus-là, souvent qui sont enveloppés, vont être plus vulnérables, plus fragiles dans l'environnement, vont avoir moins tendance à survivre longtemps. Donc, par exemple, si vous avez à vous désinfecter les mains avec un gel antiseptique, donc vous prenez un gel antiseptique à base d'alcool, l'alcool va détruire cette enveloppe lipidique-là. Donc, les virus enveloppés vont être beaucoup plus fragiles face à un gel antiseptique à base d'alcool. Donc, virus de la grippe, virus de la COVID-19 seront affectés par un gel antiseptique. Si je compare, par exemple, avec certains virus qui ne sont pas enveloppés, donc qui n'ont pas cette couche de lipides-là à la surface, donc par exemple des rotavirus, qui sont des virus qui causent des gastroentérites, souvent ces virus-là peuvent survivre plus longtemps dans l'environnement, dans l'eau par exemple. Donc, quelqu'un pourrait consommer de l'eau, le virus est présent et est beaucoup plus stable que ne le serait justement un virus de la grippe. Bref. Donc, virus de la grippe enveloppé, génome ARN simple brun, segmenté. Donc, vous voyez sur l'image de droite, là, le génome est formé de plusieurs segments. Dans le fond, un peu comme l'être humain. L'être humain, on va dire de façon normale, on a 46 chromosomes ou 23 paires de chromosomes. Nos chromosomes ou notre génome est segmenté. Donc, plusieurs chromosomes différents. Donc, c'est un petit peu le même principe chez le virus de la grippe. Et ces segments-là sont à polarité négative. Donc, le virus doit transporter avec lui une enzyme, une ARN polymérase ARN dépendante qui va convertir l'ARN à polarité négative en ARN polarité positive qui pourra être lu par les organites cellulaires de la cellule hôte, donc nous. Donc, les principales grippes, je disais les grippes A et grippe B, donc, sont des grippes saisonnières et les grippes A sont les responsables des pandémies. Donc, grippe B vont causer, des grippes saisonnières, mais peut-être pas aussi dangereuses que les grippes A ne pourraient l'être. Grippe A, on peut penser à la grippe H1N1, grippe A H1N1, qui a causé, entre autres, la grippe espagnole, donc à la fin de la Première Guerre mondiale. Grippe espagnole, dans le fond, qui tient son nom du fait que ce sont les journaux espagnols qui en ont parlé les premiers, mais son origine était américaine. Donc, ce sont des soldats américains qui étaient porteurs de l'infection, qui ont traversé l'Atlantique, ont amené avec eux donc le virus qui s'est propagé par la suite à travers la planète et qui a causé environ 50 millions de morts. Donc, c'était énorme. Quand on parle des fameux virus de la grippe, on parle tout le temps du H et du N. H1N1, H5N1. H3N2, etc. Il y a toute une panoplie. En fait, il y a 18 protéines H différentes et 11 protéines N différentes. Le H correspond à hémagglutinine. C'est une protéine qui permet au virus de s'attacher sur sa cellule hôte, sur sa cellule cible. Et le N, c'est pour neuraminidase. La neuraminidase est une deuxième protéine sur le virus qui lui permet d'entrer dans la cellule cible. Donc, c'est comme un trousseau de clés dans le fond. Le H l'hémagglutinine permet la fixation sur la cellule cible. Neuraminidase, c'est comme un petit peu débarrer la porte, là, donc permet l'entrée du virus dans la cellule. Et là, les virus justement qui sont segmentés, virus de la grippe, si vous regardez l'image, encore une fois à droite, on voit que si plusieurs virus se retrouvent dans un même animal, il pourrait y avoir une recombinaison des segments. Donc, il pourrait y avoir des segments du virus H1N1, du virus H3N2, et de la grippe aviaire, on se retrouve dans un animal, dans ce cas-ci, on parle du porc, et éventuellement, on
a un nouveau virus H1N1, mais qui contient des segments d'autres virus. Donc là, on pourrait se ramasser avec des virus qui sont plus dangereux, avec un taux de mortalité plus élevé, plus transmissible, etc. Donc, pour l'instant, par exemple, puis je vais en parler, je crois, dans la diapo suivante, les grippes aviaires. Les grippes aviaires ont souvent un taux de mortalité très élevé. Okay? Donc, si on regarde la H5N1, là, taux de mortalité de 80%, c'est énorme. Okay? C'est complètement apocalyptique quand on regarde ça. Ce qui nous aide pour l'instant, justement, c'est que la grippe H5N1 ne se propage pas très bien entre les humains. Donc, c'est souvent les humains qui sont en contact direct avec les animaux. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, les poules, les canards, donc vont se contaminer, vont être très malades, vont être affectés, mais dans leur sécrétion, il y a une faible quantité de virus qui va être libérée, donc ils vont rarement transmettre, pas l'information, mais l'infection aux personnes qui sont autour d'elles. Donc, les principaux endroits où il y a eu des cas de H5N1, donc c'est en Chine, en Asie, en Europe et quelques cas en Afrique. Il y a aussi H7N9, qui est un petit peu plus récente. Celle-là, encore une fois, très limitée au niveau de la propagation, puis c'est une bonne chose. Puis pour l'instant, on la retrouve seulement en Chine. Donc, si vous regardez justement ici la comparaison entre une grippe H1N1 et une grippe H5N1, donc l'endroit où le virus sévit n'est pas le même. Donc, H1N1 dans les voies respiratoires supérieures, donc plus de cas, plus facilité de la transmission, tandis qu'H5N1 va vraiment s'en prendre aux voies respiratoires inférieures. Donc, le virus a plus de difficultés à atteindre ces endroits-là. Donc, juste ça, ça devient une difficulté pour le virus lui-même. Et à ce moment-là, on va avoir moins de facilité, dans le fond, à le transmettre. Par contre, les quelques malheureux qui seront infectés, bien, eux, malheureusement, ont des chances assez élevées, malheureusement, d'en mourir. Donc, si on regarde les cas de H5N1 dans le monde entre 2003 et 2013, donc on voit qu'il y a quand même une concentration assez importante là, dans les pays asiatiques. Puis si vous regardez les chiffres, okay, par exemple en Chine, donc 30 morts sur 45 cas répertoriés. Si vous regardez l'Indonésie, 163 décès sur 195 cas, etc. Canada, un cas, un décès. Donc on voit là, que le taux de mortalité, vous faites le tour de tous les pays que vous voyez, là, c'est énorme. Donc c'est vraiment une grippe qui pourrait être extrêmement dangereuse. Donc on ne voudrait pas une maladie avec ce potentiel de dangerosité-là, avec ou combiné avec un virus qui est facilement transmissible. Ça serait épouvantable. Puis juste aussi, là, pour les personnes qui... on voit une certaine mode depuis quelques années, là, les gens qui ont des poules à la maison là, pour les œufs, entre autres. Donc, il faut être conscient qu'en ayant des poules à la maison, que vous ayez une petite fermette ou que ce soit dans votre cour arrière, eh bien, on pourrait potentiellement s'exposer à une contamination par une grippe aviaire. Donc, quand vous manipulez les poules, etc., donc vous pourriez être infecté. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération si vous voulez ou tenez à avoir vos œufs frais le matin là, en ayant des poules dans votre cour. On change de virus et on va avec le virus Nipah. C'est un paramyxoviridé, donc génome ARN simple brun, polarité négative. Donc, lui aussi, ce virus-là doit amener avec lui une ARN polymérase ARN dépendante pour convertir son génome une fois qu'il a infecté les cellules de son hôte. Et les réservoirs naturels, c'est la belle petite bestiole que vous voyez à droite. Donc, c'est une chauve-souris frugivore, okay, du genre Pteropus, ce qu'on appelle les roussettes. Ce sont de très grosses chauves-souris. Donc, ces chauves-souris-là vont se nourrir de fruits, donc n'ont absolument aucun intérêt là, à s'attaquer aux animaux ou à l'être humain. Par contre, ce qui va arriver, c'est que par leur salive ou par leur urine, elles peuvent contaminer l'environnement, elles peuvent contaminer des fruits qui seront peut-être mangés soit par des animaux comme le cochon, par l'humain directement, ou peut-être qu'on va, nous, être en contact avec le cochon qui a été infecté et l'être humain se contamine comme ça par la suite. Okay? Donc, il y a une transmission de la chauve-souris aux animaux, de la chauve-souris à l'humain directement ou de la chauve-souris au porc puis à l'humain par la suite. Donc, c'est un virus extrêmement virulent. Vous voyez, c'est écrit dans le coin en bas à droite. Donc, un taux de mortalité de 75%. C'est énorme, encore une fois, un petit peu comme on l'a vu avec la grippe H5N1. Ce sont des virus qui pourraient faire beaucoup de dégâts.
Ce qui nous aide encore une fois, c'est que ce virus-là est peu transmissible de personne à personne. Donc, quand on parle de pandémie, si vous vous rappelez des notions qui ont été vues dans la première vidéo, okay, pour qu'une pandémie s'installe correctement ou pour qu'un virus s'installe correctement et cause une pandémie, eh bien, il faut qu'il y ait transmissibilité au sein de l'espèce. Donc, si la transmission est limitée entre les humains, c'est pratiquement impossible qu'il y ait pandémie. Mais on n'est jamais à l'abri, encore une fois, d'un variant, d'une mutation qui pourrait rendre cela possible. Puis juste à titre informatif, quand on parle du virus Nipah, Nipah, c'est un village malaisien, donc, où le virus a été identifié pour la première fois en 1999. Si un patient est infecté de ce virus-là, encore une fois, ça va être des symptômes qui rappellent un petit peu les symptômes grippaux, donc fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, vomissements, maux de gorge, somnolence, vertige, problèmes respiratoires et coma, ultimement décès. On peut aussi avoir des encéphalites mortelles. Donc, sérieusement, ce virus-là à surveiller. Pour l'instant, c'est très limité les endroits dans le monde où on en retrouve, mais c'est pas impossible éventuellement que ça se propage plus et que ça nous arrive ici en Amérique. Petite parenthèse, un film que j'avais vu à l'époque avec un groupe d'étudiants en inhalothérapie, le film Contagion. Il y a Matt Damon là-dedans, peu importe. Donc, ce film-là est très bien fait au niveau épidémiologique, microbiologique. Donc, c'est l'histoire, dans le fond, de la propagation d'un virus par des voyageurs, des gens qui travaillent à l'extérieur du pays et qui propagent, dans le fond, le virus un peu partout à travers le monde. Et on voit toutes les conséquences. Puis dans ce film-là, on voit justement qu'il y a des confinements, que l'armée doit s'en mêler là, pour gérer la distribution des vivres, de la nourriture, ultimement d'un vaccin qui sera développé aussi dans le cadre du film. Donc, je vous invite à le regarder. Je crois qu'il est sur la plateforme Netflix. Donc, vous pouvez aller le regarder. C'est bien fait. Il y a beaucoup de notions microbiologiques intéressantes là-dedans. Donc, si vous avez un petit 2 heures à investir pour regarder un relativement vieux film, allez jeter un coup d'œil là-dessus. Autre virus, le virus Andra. Encore une fois, même famille que le virus Nipah, donc un paramyxoviridé. Donc, lui aussi, c'est un génome ARN simple brun polarité négative. Le réservoir, encore une fois, c'est notre roussette, donc la même chauve-souris. Par contre, dans ce cas-ci, on a un autre intermédiaire qui sont les chevaux. Et chez les chevaux, le taux de mortalité est très élevé. Donc, encore une fois, un peu comme chez l'humain, là, on parle d'une mortalité de 75%. Et les gens qui sont infectés par le virus Andra sont des gens souvent qui travaillent dans des fermes équines, qui sont en contact avec les chevaux, des vétérinaires, etc. Donc, si on regarde les cas chez l'humain, okay, donc on a vu ou détecté ce virus-là en Australie. D'ailleurs, Andra, c'est une ville australienne qui est près de Brisbane. Puis la première fois qu'on a identifié le virus, c'était en 1994. Mais la dernière éclosion, c'était en 2019. Puis, vous allez voir, okay, le taux de mortalité, encore une fois, dans ce cas-ci, 57% à peu près, donc 4 décès sur 7 cas. Vous allez me dire que c'est très, très peu de personnes. Oui, et tant mieux s'il y a très peu de personnes qui ont été affectées par ce virus, mais c'est un virus qui est à surveiller parce que s'il réussissait, dans le fond, encore une fois, à changer un petit peu, à être plus facilement transmissible, transmissible d'humain à humain, eh bien, on pourrait se retrouver avec une autre pandémie sur les bras. Donc, on voit ici un petit peu la distribution là, du virus Nipah et du virus Andra. Donc, le continent asiatique, du moins la partie plus sud du continent asiatique, une partie de l'Australie, une partie de l'Afrique. Dans le fond, okay, c'est ça ici qui explique la distribution géographique de ce virus-là. C'est les endroits où on retrouve les roussettes. Donc, les roussettes peuvent se déplacer, des populations infectées qui, par exemple, pourraient se reproduire avec des populations qui ne sont pas infectées. Donc, le virus là, pourrait se déplacer par bond un peu partout dans le monde au gré, dans le fond, des déplacements de ces chauves-souris-là. Donc, dans le fond, il faut surveiller les déplacements des chauves-souris pour savoir et anticiper où on pourrait avoir des éclosions. Hantavirus, là, on va se rapprocher un petit peu parce que ce virus-là, il est présent en Amérique. Il est présent ailleurs dans le monde aussi, mais il est présent ici. Donc, autre famille de virus, les buinaviridés, donc virus enveloppé, génome ARN simple brun, segmenté à polarité négative, donc très similaire au virus de la grippe. Ce n'est pas la même espèce, mais au niveau génétique, c'est similaire. Donc, lui nous sera transmis non pas par des chauves-souris, mais par des souris tout court. Okay? Donc, par la souris sylvestre. Donc, vous la voyez, elle est quand même toute mignonne, cette petite souris-là.
mais elle peut être porteur d'un virus dangereux. Donc, c'est par son urine, ses excréments ou la morsure de la souris que nous serons infectés. Et là, quand je parle d'urine et d'excréments, pas besoin d'être en contact direct avec l'urine ou les excréments. Ça peut être, par exemple, puis on le voit beaucoup là, chez les campeurs. Okay? Donc, les gens, par exemple, qui vont dans des parcs nationaux, qui vont coucher dans des yourtes ou dans des refuges qu'ils vont louer ou peu importe, des souris peuvent se retrouver dans le bâtiment ou dans le sous-sol, donc vont uriner, vont faire leurs excréments et les simples poussières que vous pourriez inhaler, s'il y a des traces du virus dans les poussières qui sont dans l'environnement, donc vous les inhalez et à ce moment-là, c'est comme ça que vous êtes infecté. Donc, ce qui va arriver, ce seront des fièvres hémorragiques avec syndrome rénal ou syndrome pulmonaire liés à hantavirus. Donc, encore une fois, ce sont les campeurs, randonneurs, les travailleurs forestiers, chasseurs, agriculteurs, militaires, qui vont être les plus affectés par des virus comme ceux-là. Pour l'instant, en Amérique du moins, c'est surtout aux États-Unis où on en retrouve. Donc, si vous faites des randonnées là-bas, je sais qu'il y avait eu plusieurs cas là, dans le parc, je pense que c'est en Californie, là, à Yosemite. Donc, être conscient de ça, peut-être faire attention, peut-être préférable de faire du camping avec vos propres moyens, donc dans vos tentes, plutôt que dans des refuges, des choses comme ça. Donc, encore une fois, les symptômes, si on les regarde, donc des tremblements, la fièvre, des douleurs musculaires, une toux sèche, maux de tête, nausées, vomissements, un souffle court. Donc, il y a beaucoup de symptômes là, qui sont très similaires d'un virus à l'autre, surtout quand ce sont toujours des symptômes pulmonaires. Virus ou maladie à virus Ebola. Ebola, dans le fond, c'est le nom d'un fleuve en Afrique, là où on a, disons, détecté le virus pour la première fois. Donc, les virus Ebola sont des virus non enveloppés, filamenteux, génome ARN simple brun, polarité négative. Et là, il y a plusieurs souches ou types de virus de la même famille. Donc, quand on parle, il y a le virus Ebola, virus Marburg. Marburg, dans le fond, c'est une ville en Allemagne où il y avait eu des cas, parce qu'on travaillait entre autres là, avec des animaux de laboratoire, etc. Puis Reston, qui est une région dans les Philippines. Ce virus-là était particulier, parce que, c'est les singes qui en étaient porteurs. Et on a eu, non pas des cas humains, mais des cas répertoriés chez des animaux de laboratoire aux États-Unis. Très près de Washington, D.C., entre autres. Donc, on a dû abattre des dizaines de singes de laboratoire parce qu'on avait détecté ce virus-là et on avait peur qu'il soit transmis à l'humain. Tous les singes de laboratoire nous venaient des Philippines, d'un élevage là-bas. Donc, on a même contacté des gens aux Philippines là, qui ont dû abattre les singes. Donc, cette souche-là, la souche Reston, n'était pas transmise à l'humain. En fait, je pense qu'il y avait eu une ou deux personnes là, qui avaient été en contact avec les singes qui avaient été déclarés positifs pour la présence du virus, mais n'avaient pas subi de conséquences. Tandis que Ebola et Marburg, ce sont des souches qui peuvent être dangereuses et mortelles pour l'être humain. Donc, qu'est-ce qui nous arrive si on est infecté par Ebola et vous ne le souhaitez pas, je vous le jure? Des fièvres hémorragiques. Donc, littéralement, dans le fond, le virus va s'attaquer à vos capillaires sanguins, va les détruire. Donc, vous allez commencer à saigner de partout. Vos organes internes, le poumon et foie, entre autres, vont être complètement détruits dans les pires cas. Donc, on s'entend que c'est absolument mortel. Vous allez saigner de tous vos orifices, là, saigner des yeux, du nez, de la bouche, organes génitaux, anus. C'est l'enfer. Donc, c'est une zoonose. On croit encore une fois que les singes peuvent en être porteurs et il y a peut-être d'autres animaux aussi qui pourraient être des réservoirs de ce virus-là. L'infection à virus Ebola peut être transmise d'humain en humain, mais ça prend quand même un contact avec des liquides biologiques. Donc, si vous êtes en contact direct avec le sang, urine, les excréments, donc toutes ces sécrétions vont être potentiellement contaminées par le virus. Le diagnostic va se faire par une réaction immunologique là, qu'on appelle ELISA. Donc, c'est la détection, dans le fond, des anticorps anti-Ebola qui seraient présents dans le sérum des patients infectés. On peut le détecter aussi par PCR, donc amplification en chaîne de polymérase. Donc, on fait de la photocopie, dans le fond, du génome viral pour le détecter, un peu comme ce que l'on fait avec les tests de dépistage pour la COVID-19. Puis, dans certains cas, si on est équipé pour le faire,
on pourrait voir le virus par microscopie électronique. Ce n'est pas tout le monde qui est équipé pour faire de la microscopie électronique. Là, un microscope électronique, ça coûte des centaines de milliers de dollars. Les principaux symptômes, si on regarde, disons, l'évolution de la maladie, et l'évolution peut être très rapide. Donc, dans les premiers jours suivant l'infection, ce seront des maux de tête, de la fatigue, de la fièvre, douleurs musculaires. Par la suite, là, la fièvre va être vraiment importante. Les gens vont vomir du sang. Il va y avoir du sang qui va commencer un petit peu là, à s'écouler des orifices du corps. Même chose au jour 11, donc le lendemain. On va voir des marques sur la peau, des dommages au niveau du cerveau. Et là, comme je l'ai dit, là, les écoulements vont se poursuivre au niveau des orifices. Et même pas 2 semaines plus tard, après l'infection, donc des pertes de conscience, seizures, donc ce sont des convulsions, crises qui vont ressembler un petit peu à des crises d'épilepsie, des segments internes importants, comme je vous dis, là, le foie et les poumons peuvent être pratiquement détruits par le virus et ultimement, toute évidence, la mort. Donc, les premières éclosions de maladies à virus Ebola ont eu lieu dans des villages éloignés d'Afrique centrale, donc près des forêts tropicales humides. Donc, les premières éclosions de maladies à virus Ebola ont eu lieu dans des villages éloignés d'Afrique centrale, donc entre autres là, en République démocratique du Congo, près de la rivière justement Ebola. Donc, comme je le mentionnais, là, c'est le nom d'un cours d'eau dans ce pays-là. Donc, on a dû intervenir rapidement, circonscrire les lieux où les épidémies se déclaraient, parce qu'on ne voulait pas là, que le virus se propage. Mais, justement, le virus, éventuellement, a fini par se propager et a fini par atteindre des grandes villes. Et c'est là qu'on s'est inquiété pour, disons, la première fois pour la santé, on va dire un petit peu plus des gens à travers la planète. Parce qu'en 2014, en fait, de 2014 à 2016, l'Afrique de l'Ouest, donc Guinée, Sierra Leone, Libéria, ont été les principaux pays touchés par une éclosion importante d'Ebola. Mais là, ce n'était pas seulement les régions rurales, les régions éloignées, les petits villages, c'était vraiment dans les grandes villes. Et là, dans les grandes villes, tu as une plus grande densité de population, tu as des gens qui se déplacent par divers moyens de transport, là, que ce soit l'autobus, le train, peut-être même l'avion. Donc là, on a vraiment craint que Ebola se propage à la grandeur de la planète. Heureusement, ça n'a pas été le cas, parce que, disons, la communauté internationale s'est ralliée à la cause, on est intervenu pour limiter ça le plus possible. Présentement, en République démocratique du Congo, ils sont aux prises avec une autre éclosion d'Ebola. Pour l'instant, encore une fois, c'est surtout les régions rurales éloignées, près des forêts tropicales, qui sont les plus affectées. Et il y a eu, en février dernier, donc récemment, le début de la vaccination contre le virus Ebola. Puis c'est une vaccination qui semble être prometteuse, qui semble avoir de bons résultats pour l'instant. Donc, si on regarde les statistiques au cours des années, vous pouvez comparer, là, donc on voit les pays où il y a eu des cas rapportés. Comparer en rouge le nombre de décès versus le nombre de cas. Donc, c'est des statistiques incroyables, taux de mortalité qui varie d'environ de 30 à 90% de mortalité. Donc, ce sont des chiffres qui font peur, parce que si ces souches-là se propageaient plus rapidement, ça serait encore une fois le chaos à travers la planète. Heureusement, des vaccins ont été mis au point et, on va être chauvin un petit peu, au Canada, on a participé à l'élaboration de ces vaccins-là contre Ebola. Donc, travaux réalisés en partie au Canada, donc au Laboratoire national de microbiologie de niveau de confinement 4 à Winnipeg, laboratoire que j'ai eu la chance de visiter au début des années 2000, ou c'était peut-être en 1999. J'avais donné une conférence là-bas sur mon sujet de maîtrise, peu importe, et j'avais eu la chance d'aller visiter le laboratoire de niveau de confinement 4, donc c'est très intéressant, mais en même temps, ça doit être extrêmement stressant de travailler là-dedans. Donc, vous travaillez là, avec, dans le fond, un équipement de protection extrême avec de l'air qui est filtré. Puis il y a plein de mesures de protection, de prévention de l'infection. Si jamais vous avez la malchance de percer votre appareil de protection personnelle, équipement de protection personnelle, pardon, on va devoir vous mettre en quarantaine au sein même du laboratoire. Il y a même une espèce de petite chambre qui est prévue à cet effet. Puis attendre de voir comment vous
vous survivez à une possible infection. On va prendre soin de vous, amener de la nourriture et tout, mais on va vous garder en quarantaine pour éviter que vous transmettiez le virus à l'extérieur de l'enceinte. Comment on gère, comment on s'occupe d'un patient qui serait atteint d'Ebola? Donc, c'est des soins de soutien avec une réhydratation, traitement symptomatique qui améliore la survie. Donc, on n'a pas de médicaments comme tels qui sont extrêmement efficaces pour, disons, limiter la multiplication du virus dans le corps de la personne infectée. Donc, il y a certains médicaments qui ont été testés, mais le succès est, on va dire, limité. Donc, pour l'instant, il n'y a aucun traitement qui est reconnu ou homologué pour neutraliser le virus comme tel, mais on va utiliser des thérapies immunologiques. Donc, ça peut être des anticorps monoclonaux contre le virus, certains médicaments qui peuvent limiter la multiplication du virus. Okay? Donc, c'est ça qu'on va utiliser. Et, comme je l'ai dit, les vaccins qui sont efficaces et qui sont déployés de plus en plus. D'ailleurs, en Suisse, okay, on a une réserve mondiale d'urgence de 500 000 vaccins pour Ebola, justement au cas où il y aurait une propagation là, ou une épidémie un petit peu plus importante. Ce qu'il faut faire aussi quand on intervient dans les lieux où il y a des éclosions d'Ebola, c'est une implication de la communauté. Okay? Donc, les familles, les gens, les voisins, peu importe, qui seront peut-être en contact avec des gens infectés. Donc, il faut qu'eux-mêmes fassent très attention. Il faut que les rites funéraires respectent certaines règles pour éviter que les personnes qui manipulent le corps du défunt soient eux-mêmes contaminées. Donc, il y a beaucoup de choses dont on doit se méfier, auxquelles il faut faire attention pour éviter la propagation d'une infection comme celle-là. Chikungunya maintenant, quand même un nom assez intéressant à prononcer. Donc, famille des Togaviridae, virus enveloppé à génome ARN simple brun à polarité positive. Une fois que vous êtes infecté, et vous serez infecté par ce moustique du genre Aedes, donc le moustique est porteur ou peut être porteur du virus, il vous pique pour s'abreuver de votre sang et vous infecte. Donc, l'incubation, donc dans le fond, le temps que le virus s'installe dans votre corps, donc une période de 1 à 10 jours, plusieurs symptômes vont apparaître par la suite. Donc, on va commencer avec une fièvre aiguë et des sensations de malaise. Ça va être suivi de polyarthralgie. Okay, donc, on va voir on le voit un petit peu sur les mains de la personne ici. Donc, une réponse un petit peu plus inflammatoire au niveau articulaire, entre autres. Donc, surtout au niveau des mains, ensuite les chevilles, les poignets. On peut voir une symétrie dans 70% des cas. Donc, les deux mains pourraient être affectées, les deux pieds seraient affectés. Ce seront surtout les articulations distales, donc justement les mains et les pieds qui seront affectés, un petit peu moins proximales. Le squelette axial peut être impliqué dans 35 à 50% des cas. D'ailleurs, dans certains pays, chikungunya, ça signifie que les gens, on les reconnaît parce qu'ils marchent de façon un petit peu recourbée. Donc, ça pourrait être ça qui explique justement leur état. Les penchements des articulations, œdème périarticulaire, douleur peut être intense et débilitante, qui peut mener à une immobilisation. Par la suite, ce qu'on peut voir aussi, donc ce seront des éruptions maculaires papillaires, donc à peu près au 3e ou au 7e jour. Pas tous les cas, mais dans certains cas, et on le voit là, sur les images qui sont ici, donc au niveau des pieds, au niveau du dos. Donc ça commence par les membres, le tronc, et peut ultimement affecter le visage. Les éruptions seront prurigineuses dans moins de 50% des cas. Au laboratoire, donc si on étudie le sang des personnes infectées, on va voir un décompte plus faible des globules blancs, donc des cellules immunitaires, neutrophiles entre autres. On va voir une diminution aussi des plaquettes. On va voir une légère augmentation du taux de sédimentation des érythrocytes et une augmentation aussi de la CRP ou de la protéine C réactive. Donc, ce sont tous des signes d'inflammation. Donc, ça pourrait confirmer un petit peu le diagnostic. Diagnostic justement sérologique par ELISA, encore une fois. Donc, une réaction où on va détecter la présence d'anticorps anti-chikungunya dans le sérum des patients. Donc, on peut détecter des anticorps de type IgM après 5 jours jusqu'à 3 mois et ensuite des IgG qui vont être détectés plus tard. C'est tout à fait logique. Les lymphocytes B naïfs expriment toujours des IgM à leur surface. Donc, au départ, pour n'importe quelle infection, ce sont surtout des IgM qui vont être produits. Mais quand les lymphocytes B sont co-stimulés par les lymphocytes T, on va avoir un changement au niveau du type d'anticorps qui sera produit
et c'est à ce moment-là que les IgG seront produits, donc souvent après 2 semaines après la première infection. Donc, ce qu'on peut faire pour aider le patient, c'est un traitement de soutien, encore une fois, donc avec des anti-inflammatoires, analgésiques, l'hydratation. On n'a aucun antivirus, malheureusement, là, qui a été trouvé, aucun vaccin non plus pour traiter cette infection-là ou pour prévenir cette infection-là. Donc, si on voit à travers le temps, où on a trouvé du chikungunya, donc au départ, ou du moins dans les années 2010, c'était surtout en Afrique, un petit peu en Europe et en Asie qu'on retrouvait le virus. En 2014, le virus et le moustique qui le transportent, donc, ont traversé l'Atlantique, ont atteint le continent américain. Et regardez maintenant en 2020, même aux États-Unis, particulièrement dans certains États du Sud, là, le Texas et la Floride, entre autres, dans le fond, les endroits les plus propices où le virus, pas le virus, mais où le moustique peut survivre. Donc, on voit des cas comme ceux-là. En Europe, ça s'est propagé aussi. Là, on voit que la France est touchée. Plus de pays en Afrique, plus de pays en Asie aussi, sont maintenant des endroits où le moustique et le virus peuvent être présents. Un autre type de virus, le virus Zika, un flaviviridé, donc virus enveloppé, génome ARN simple brin polarité positive. Lui aussi va être transmis par des moustiques de type Aedes. Ce virus-là, on a commencé à en parler beaucoup il y a peut-être, on dirait 5-6 années, surtout lors des Olympiques de Rio en 2016. Pourquoi? Parce qu'on avait peur, on craignait pour nos athlètes, les athlètes canadiens qui s'y rendaient, surtout pour les femmes, parce que le virus Zika va causer des problèmes, surtout chez les fœtus. Donc, les enfants en développement chez les femmes enceintes seront affectés plus sévèrement. Les adultes, si vous êtes, dans le fond, vous vous faites piquer par le moustique, vous êtes infecté par Zika, les symptômes, généralement, seront relativement bénins. Mais pour une femme enceinte ou une femme qui songe tomber enceinte dans un avenir, disons, rapproché, ça peut être problématique. La transmission d'humain à humain, elle est possible lors de contacts sexuels, que ce soit vaginal, anal ou oral. Lors de ces relations sexuelles-là, le virus pourrait être transmis. Donc, par exemple, si, je ne sais pas moi, je me rendais au Brésil, je suis piqué par le moustique, je suis maintenant porteur du virus Zika, ma conjointe et moi souhaitons avoir un enfant, donc on a une relation sexuelle, par mon sperme, ma conjointe pourrait être infectée et s'il y a conception lors de cet acte sexuel-là, donc le bébé qui s'y développe pourrait être attaqué dans le fond par les virus que j'ai moi-même transmis à ma conjointe. Donc, chez l'homme, le virus, une fois que j'ai été piqué par le moustique, peut demeurer dans mon corps jusqu'à 6 mois après la piqûre du moustique et ensuite, pour les femmes, c'est 2 mois. Donc, en fonction de qui s'est rendu, par exemple, dans un pays où le virus est présent, donc il faut en tenir compte si une femme veut tomber enceinte, à savoir si son partenaire s'est rendu dans ces pays-là, si elle-même s'est rendue dans des pays où le virus est présent. Donc, on voit ici les façons dont le virus peut être transmis. Donc, on parle de transfusion sanguine, on le voit ici, par le transfert de la mère à l'enfant. Ça peut être par le lait aussi. Comme on l'a dit, par la piqûre d'un moustique. Voilà. Et le virus, il s'est propagé encore une fois à travers le monde. Ça a débuté en Afrique en 1947, donc la première fois où on l'a détecté, mais le moustique avec le virus se sont propagés à travers le monde. Et dans ce cas-ci, là, on parle d'une transmission à travers l'océan Pacifique, donc d'île en île. Le virus et le moustique, dans le fond, ont fait leur chemin jusqu'en Amérique. Donc, quels sont les symptômes, complications d'une infection comme celle-là, même si, comme je l'ai dit, la plupart des cas seront des symptômes relativement faibles. Donc, certains patients peuvent présenter une fièvre modérée, éruption cutanée, on va le voir sur les images de droite, conjonctivite, douleur musculaire et articulaire, état de malaise, de céphalée, et les symptômes devraient normalement disparaître après une semaine. Certaines complications sont possibles, donc le syndrome Guillain-Barré, dans le fond, qui cause certaines formes de paralysie. Le syndrome Guillain-Barré, on va le voir apparaître suite à l'infection par divers micro-organismes. Donc, Zika en est un, mais on pourrait aussi avoir certaines bactéries qui entraînent ça, comme Campylobacter jejuni, qui cause des infections au niveau du tube digestif. Le virus de la grippe peut causer Guillain-Barré et il y a même certains cas de Guillain-Barré qui ont été causés par le vaccin de la grippe.
mais c'est encore plus fréquent d'avoir Guillain-Barré suite à une infection par le virus de la grippe que par le vaccin lui-même. Mais bref, Guillain-Barré, c'est souvent, disons, une réaction immunitaire qui va entraîner ça par, on va dire, réaction croisée. Donc, le virus ou le micro-organisme entre en vous, vous attaquez le virus, mais votre système immunitaire finit par s'attaquer à certaines structures de votre système nerveux et cause certains problèmes. On peut aussi avoir des méningo-encéphalites liées à une infection à Zika, mais un des symptômes, disons, les plus fréquents chez les enfants qui sont nés de mères infectées, c'est la microcéphalie. Donc, le périmètre crânien va être inférieur d'au moins 3 déviations standards par rapport aux mesures normales. Donc, on le voit là, sur les images de droite. Donc, des recommandations, entre autres par l'Agence de santé publique du Canada. Donc, continue de recommander aux femmes enceintes et à celles qui envisagent de l'être d'éviter de voyager dans les pays ou dans les régions des pays affectés par le moustique et le virus. Et il peut y avoir donc transmission du virus Zika dans les régions adjacentes des endroits où on a déjà identifié qu'il y avait de la transmission par le moustique. Et là, quoi faire? Si on est un homme ou une femme non enceinte, on revient d'un voyage dans un pays où potentiellement il y aurait du Zika. Donc, si on veut savoir quelles sont les personnes, quels sont les patients qui devraient passer des tests un petit peu plus précis pour voir s'ils ont été infectés. Donc, est-ce qu'ils ont, les personnes, un historique de retour de voyage ou un partenaire sexuel qui reviendrait d'un voyage où ce virus-là est présent? Si c'est non, pas de test recommandé de toute évidence. Mais si la réponse est oui, puis qu'il y a des symptômes, on fait des tests. Si on a déjà eu des symptômes qui pourraient être similaires à ceux de Zika, on pourrait considérer de faire les tests aussi. Mais s'il n'y a pas de symptômes, les tests de routine ne seront pas recommandés. Pour les femmes enceintes, un petit peu le même principe. Donc, s'il n'y a pas d'historique, ce n'est pas un problème. Mais si on a des symptômes ou qu'il y a déjà eu des symptômes, là, les tests vont être recommandés. Parce que dans les deux cas, la femme est enceinte, donc si elle a déjà eu des symptômes mais elle n'en a plus présentement, ou si elle a des symptômes au moment où elle vous rend visite, par exemple, donc il faut faire des tests parce que là, les complications vont apparaître chez l'enfant. Mais s'il n'y a jamais eu de symptômes, on peut considérer de faire des tests et peut-être de référer à un spécialiste. Mais dans le cas d'une femme enceinte qui a des symptômes ou qui a déjà eu des symptômes, donc on fait des tests et on lui demande d'aller voir un spécialiste rapidement. Autre maladie dans ce cas-ci, maladie émergente, mais qui est causée par une bactérie. Donc, depuis le début de la capsule vidéo, on parle beaucoup de virus, mais dans ce cas-ci, c'est une bactérie. Donc, les Mycoplasma genitalium, donc, qui vont être des ITS, infections transmises sexuellement. Donc, les mycoplasmes sont des bactéries dépourvues de parois cellulaires, donc non pas le fameux peptidoglycane que les bactéries typiques vont avoir. Donc, dans ce cas-ci, ça va causer des urétrites et des cervicites. Les symptômes, donc écoulement au niveau des organes génitaux, ça peut être similaire à plein d'infections que l'on connaît. Mais le diagnostic, on ne pourra pas le faire de la même façon justement que l'on ferait un diagnostic de Neisseria gonorrhea, de chlamydia ou peu importe. Donc dans ce cas-ci, ça va être un diagnostic par PCR. Donc on va faire la détection de certains gènes ou de certaines sections du génome de la bactérie. On peut aussi faire des tests qui existent de détection de l'ARN ribosomal. Pourquoi on doit prendre des techniques comme celle-là? C'est parce que leur culture en laboratoire est très difficile. Ce n'est pas comme par exemple E. coli qu'on peut mettre sur un plat de pétri avec un milieu minimal, puis la bactérie va très bien pousser. Dans ce cas-ci, les bactéries sont un petit peu plus fastidieuses. Donc, c'est très difficile de les identifier et elles sont invisibles au microscope optique. Donc, on ne peut pas nécessairement faire une coloration et les observer facilement. Ces bactéries-là, donc déjà une ITS qui est relativement nouvelle, mais déjà on a des problèmes de résistance aux antibiotiques. Donc résistance élevée aux macrolides. Macrolides est une famille d'antibiotiques, donc l'érythromycine, entre autres clarithromycine, puis un petit peu plus de sensibilité à l'azithromycine, mais on voit déjà quelques cas de résistance. Et aussi dans la famille des fluoroquinolones. Les fluoroquinolones, c'est une famille d'antibiotiques qui s'attaquent à la synthèse du génome bactérien. Donc, la ciprofloxacine, la fameuse Cipro, qui est un antibiotique à large spectre, on va déjà voir de la résistance face à cet antibiotique-là. Puis juste pour le mentionner, là, les macrolides,
eux, ce sont des antibiotiques qui s'attaquent aux ribosomes, donc à la synthèse protéique des bactéries. Donc maintenant, dans la deuxième partie de cette capsule vidéo-là, je vais vous parler des micro-organismes multirésistants aux antimicrobiens. Donc on voit ici là, des antibiogrammes. Donc par exemple, ici là, sur le plat de pétri, on a des bactéries. En fait, une bactérie qui a été étalée sur toute la surface de la gélose. On a placé quelques pastilles d'antibiotiques. Et par exemple, on peut voir que par exemple, cette bactérie-là va être sensible à la gentamicine, mais ne sera pas affectée par la streptomycine. Okay? Donc, ce genre d'information-là peut orienter le traitement que l'on pourrait administrer à un patient. Puis ici, ce sont des antibiogrammes, mais qui sont faits à partir de ce qu'on appelle des e-tests. Donc, ce qui est intéressant avec la bande e-test versus une pastille d'antibiotiques comme celle-là, c'est que oui, bon, chaque bandelette est imprégnée d'un antibiotique donné, mais il y a une concentration croissante de l'antibiotique sur la bandelette. Et là où, par exemple, la bactérie rejoint ici, donc ça nous donne ce qu'on appelle la CMI, donc la concentration minimale inhibitrice d'antibiotiques que l'on a besoin pour tuer cette bactérie-là. Donc, en plus de nous dire si la bactérie est sensible ou résistante à l'antibiotique, ça nous indique aussi la quantité d'antibiotiques que l'on peut ou que l'on doit utiliser là, pour tuer cette bactérie-là chez le patient. Donc ici, là, juste à titre informatif, vous avez un petit peu l'historique des antibiotiques, mais aussi du développement de la résistance aux antibiotiques. Donc, je ne vais pas regarder tout ça avec vous. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à jeter un coup d'œil pour voir, disons, l'historique de la chose. Même chose ici, okay, où on voit, bon, ça c'est intéressant par contre, vous avez à gauche, donc ici, les dates auxquelles ont été découverts ou mis en marché certains antibiotiques, et à droite ici, donc le moment, okay, ou l'année où on a commencé à avoir des cas de résistance. Donc vous allez voir par exemple la pénicilline, donc on l'a mis sur le marché en 1943, ça a été découvert en 1928 environ, mais sur le marché en 1943, pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc ça a sauvé plusieurs milliers de vies. Et les premières résistances ont été découvertes une vingtaine d'années plus tard. Mais si vous regardez certains antibiotiques qui apparaissent par la suite, là, comme l'évofloxacine, découverte en 1996, résistance, premier cas résistant en 1996 aussi. Donc, même pas une année s'est écoulée et on a déjà des résistants. L'inézolide, découvert en 2000, première résistance en 2001. Donc, vous voyez okay, que certains antibiotiques que l'on découvre, on peut, dans le fond, favoriser le développement de certaines bactéries résistantes ou même multirésistantes. Donc, encore une fois, si vous voulez prendre le temps de regarder toutes les informations que l'on voit sur cette image, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à prendre le temps de lire ce qui s'y passe. Donc, quelques exemples de bactéries résistantes aux antibiotiques qui nous préoccupent beaucoup. Okay? Parce que si vous suivez un petit peu ce qui se passe à l'OMS, les bactéries résistantes, c'est un des problèmes majeurs que l'OMS a identifié comme étant justement un problème auquel l'humanité devra faire face le plus rapidement possible. Donc, si vous regardez, par exemple, le graphique que l'on voit à droite, en 2017, donc le nombre de morts à travers le monde, okay, donc le cancer demeure quand même la cause principale de décès, okay, autre que naturel, donc 8 200 000 décès liés au cancer, 1 500 000 au diabète, okay, mais la résistance aux antibiotiques est en forte augmentation. Okay, donc, on parle de 700 000 morts. C'est beaucoup et ça risque d'augmenter parce que de plus en plus, donc on a des micro-organismes résistants et là, ça peut avoir plein d'implications. Ce n'est pas nécessairement juste le micro-organisme qui nous infecte, qui nous rend malade, mais lors, par exemple, d'une chirurgie, on pourrait malheureusement contaminer le patient, donc une infection nosocomiale. Et si ces bactéries-là, ces mycètes-là, sont résistants aux antibiotiques, ben, même si la chirurgie a été un succès, l'infection qui est survenue pendant la chirurgie pourrait entraîner le décès du patient. Donc, c'est quelque chose à surveiller. Juste à titre d'anecdote, moi, j'ai eu une opération au genou droit pour réparer mon ACL, donc mon ligament croisé antérieur. Puis, j'ai eu une infection nosocomiale dans la plaie chirurgicale et c'était justement une infection
au SARM. Et je peux vous dire que quand vous êtes microbiologiste et que votre orthopédiste vous dit que vous avez une infection dans la plaie chirurgicale, ce n'est pas nécessairement rassurant. Donc, le SARM, ou Staphylococcus aureus résistant à la méticilline, donc c'est une bactérie gram-positif, un staphylocoque, qui peut exprimer une enzyme, dans le fond, qui va détruire la méticilline. Méticilline, qui est un bêta-lactame, un antibiotique de la même famille que la pénicilline. Donc, il y a le SARM, le SARV, donc le Staph aureus résistant à la vancomycine. Okay? Donc, encore une fois, ce sont des bactéries qu'on va retrouver beaucoup dans les milieux hospitaliers parce que, bon, on a des... Dans le fond, le milieu hospitalier, ce qui est paradoxal, c'est qu'on va là pour se faire soigner, on va là pour se faire opérer, mais c'est là où on va retrouver peut-être la plus grande ou la plus belle collection de micro-organismes dans une région. Parce que, bon, les malades s'y rendent et il peut y avoir transmission de ces bactéries-là, de ces virus-là entre les patients. D'autres exemples de bactéries résistantes, donc les ERV, les entérocoques résistants à la vancomycine. On a des E. coli résistants à la colistine. Donc, la colistine, c'est un antibiotique de type polymyxine qui s'attaque à la membrane bactérienne. Cet antibiotique-là, la colistine, c'est un antibiotique de dernier recours, entre autres dû à sa néphrotoxicité. Donc, si les personnes en prennent pour traiter une infection bactérienne, les reins peuvent être affectés. D'autres exemples de bactéries résistantes, là on parle de Mycobacterium tuberculosis, résistant à l'isoniazide et à la rifampicine. Donc, des traitements qui sont utilisés généralement de base dans le traitement de cette maladie-là, donc de la tuberculose, et on voit de plus en plus de cas de résistance. Je vous invite aussi, si vous avez le goût d'avoir un petit peu plus d'informations, donc allez voir ce rapport-là, donc le Système canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens, quand même mis à jour en 2020, donc c'est quand même très récent. Donc, vous avez beaucoup d'informations sur les bactéries résistantes, sur l'état de la chose, ici même au Canada. Donc, vous avez là ici les organismes prioritaires résistants aux antimicrobiens. Donc, j'en parlais là, du SARM, entérocoque résistant à la vancomycine, etc. Donc, vous avez beaucoup d'informations là-dessus. Donc, allez voir le rapport. Vous pouvez le télécharger aussi là, sur le site du gouvernement canadien. La résistance au carbapénem. Les carbapénem, ce que c'est, donc ce sont des bêta-lactames, donc des antibiotiques, encore une fois, de la même famille que la pénicilline. Les carbapénem sont des antibiotiques à large spectre. Quand on parle de large spectre, ça veut dire qu'ils peuvent s'attaquer aussi bien aux bactéries gram-positifs que gram-négatifs. Vont être administrés par injection, donc directement dans le sang. Et ce sont des antibiotiques de choix pour contrer les bactéries résistantes utilisant des bêta-lactamases à spectre élargi. Donc les BLSE, ce sont des enzymes bactériennes qui, normalement, vont détruire les antibiotiques de type bêta-lactame. Donc, on utilisait les carbapénem pour lutter contre ces micro-organismes-là, contre ces bactéries-là, mais c'était certain, il y a des bactéries qui ont développé des carbapénémases, donc des enzymes qui détruisent maintenant les carbapénem. Parmi celles-là, on a ce qu'on appelle la NDM1, donc la New Delhi métallolactamase 1, qui a été identifiée en premier lieu chez les entérobactéries, entre autres une souche de E. coli, qui exprimait cette enzyme-là, et cette enzyme-là a la capacité de détruire, de dégrader les antibiotiques de type carbapénem. On a aussi les KPC, donc dans ce cas-ci, c'est Klebsiella pneumoniae, qui produit une enzyme là, qui va détruire les carbapénem. Donc, on a vu plusieurs cas, donc vous le voyez sur l'image de droite, donc en Inde, d'où le New Delhi, c'est là où on a découvert pour la première fois cette enzyme bactérienne-là dans une souche de E. coli. Donc, je vais vous montrer quelques statistiques par rapport à ça. Donc, l'émergence d'entérobactéries qui produisent des carbapénémases. Et ça, ce sont des statistiques, pas en Inde, ce sont des statistiques qui ont été colligées en Ontario, ici même au Canada. Donc, vous voyez donc les différents types d'enzymes que l'on retrouve. Donc, ce sont toutes des enzymes différentes, mais qui vont s'en prendre au carbapénem, pardon. Donc, ce sont des carbapénémases qui s'en prennent au carbapénem. Et regardez le nombre de cas qui est en constante augmentation depuis 10-15 ans. Donc, c'est une situation qui est préoccupante.
on doit trouver des moyens de substitution pour traiter les infections causées par ces bactéries-là. Parce qu'éventuellement, on va se ramasser avec des problèmes où on ne pourra plus traiter des infections qui étaient jadis facilement traitées par antibiothérapie et ça pourrait ne plus être le cas. Donc, même principe ici, encore une fois, je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour regarder le détail des informations qui sont là. Mais encore une fois, là, vous avez le nombre de cas ou le pourcentage de cas en fonction des différentes enzymes qui détruisent les carbapénèmes. On parle de bactéries résistantes, mais il y a aussi des mycètes qui peuvent devenir résistants aux antifongiques. Donc, dans ce cas-ci, c'est une levure, Candida auris. Les levures de type Candida, on les voit beaucoup, là, par exemple, Candida albicans qui cause les vaginites, balanites, infections au niveau de la bouche aussi. Donc, dans ce cas-ci, c'est Candida auris qui cause des infections cutanées, sanguines et au niveau des oreilles. C'est une infection que l'on peut contracter à l'hôpital, donc infection nosocomiale, qu'on va voir surtout chez les patients hospitalisés sur une longue période et avec des cathéters. Donc, les levures peuvent infecter le patient de cette façon-là. Donc, on voit la distribution géographique des pays où on a détecté la présence de cette levure-là. Donc, c'est encore une fois une infection à surveiller, infection fongique dans ce cas-ci, parce que les traitements sont de plus en plus difficiles. Donc, on a des antifongiques qui normalement étaient utiles et qui fonctionnaient contre d'autres types de levures, mais dans ce cas-ci, on a une résistance. Pour terminer, je vais vous présenter certaines références ou certains liens web pertinents et utiles que vous pourriez utiliser dans le cadre de votre travail dans un avenir, disons, rapproché. Donc, vous avez là, le site Santé publique, Gouvernement du Canada, donc avec différentes maladies. Vous pouvez faire une recherche par différentes maladies. Santé publique, gouvernement, donc les fiches FTSSP. Ça, c'est intéressant. Si vous voulez beaucoup d'informations sur une maladie précise, okay, qu'elle soit émergente ou non, donc vous pouvez aller sur n'importe quelle maladie ou infection. Donc, si par exemple, je prends le virus Nipah, dont on a parlé précédemment, donc vous avez beaucoup plus d'informations là-dessus. Okay, la pathogénicité, toxicité, épidémiologie, gamme d'autres doses infectieuses, donc la quantité de virus ou de micro-organismes que ça prend pour être malade, mode de transmission, transmissibilité, etc. Donc, vous avez vraiment, vraiment beaucoup d'informations sur ce site-là pour plein d'infections émergentes ou non. Une référence que j'utilise beaucoup, c'est le manuel Merck. Donc, sur le manuel Merck, vous pouvez faire de la recherche là, par micro-organisme, par maladie, de la recherche sur les vaccinations, les bactéries, etc. Donc, il y a plein d'informations. Moi, je l'utilise vraiment beaucoup dans le cadre de mes cours là, en soins infirmiers, pour mes cours pour paramédics, inhalothérapeutes, etc. C'est une belle référence. Vous avez le site de l'OMS concernant la grippe, donc pour avoir de l'information, des statistiques, des informations sur la vaccination. Même chose pour la COVID-19, beaucoup d'informations là-dessus. ProMedMail, qui est encore une fois une source importante d'informations pertinentes pour vous aussi. Okay, donc, les diverses infections qui se propagent à travers la planète, on va avoir de l'information là-dessus. C'est un bon site à aller consulter. Le site web de l'Agence de santé publique du Canada, encore une fois, allez fouiller là-dessus, plein d'informations. Information qui est crédible, okay, qui a été vérifiée et contre-vérifiée. Donc, très bonne référence, c'est canadien. La référence américaine, le Center for Disease Control and Prevention, le CDC, okay, qui est basé à Atlanta. Donc, leur site web est extrêmement bien fait. Si vous voulez partir en voyage, vous faites un stage, vous faites Médecins sans frontières, peu importe, allez fouiller là-dessus. Allez voir ce qui se passe dans le pays que vous visiterez, quels sont les vaccins dont vous aurez besoin, quel type de médicaments on vous conseille de prendre. Est-ce qu'il y a des éclosions de maladies, comme par exemple, il y a 2 ans, avec un groupe de soins infirmiers qui devaient aller en stage, je crois que c'était au Bénin. On a dû annuler leur stage là-bas parce que c'était Bénin ou Togo, peu importe. On a annulé leur stage et on leur a conseillé d'aller au Pérou parce qu'à ce moment-là, ou au moment où ils devaient partir en stage, il y avait une éclosion de cas de fièvre de Lassa, qui est une infection virale. Donc, on a préféré ne pas les envoyer là-bas. Mais bref. Puis, sur le CDC, il y a aussi une page complète là, sur les maladies émergentes. Donc, allez jeter un coup d'œil là-dessus.
tenez-vous à jour, c'est ça qui est important. Même chose ici, là, le site de l'OMS, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'informations pertinentes sur ce site-là, donc je vous conseille encore une fois de le consulter. Géosentinelle, pour les voyages, pas les voyages, mais les personnes ou les médecins qui doivent se déplacer à travers le monde. Donc, encore une fois, allez là-dessus, beaucoup d'informations sur les infections qui sont présentes dans divers pays. Donc, je vous le conseille. Donc, encore une fois, c'est un réseau de 50 cliniques médicales réparties sur tous les continents, permet de lier les diagnostics finaux dans les populations migrantes ayant une exposition géographique semblable. Donc, ça, c'est depuis 1996, etc. Donc, on surveille les voyageurs, les migrants internationaux. Donc, c'est vraiment une belle référence. Et voilà, ça termine cette longue capsule sur les maladies émergentes. On aurait pu en parler pendant des heures, mais si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Donc, j'ai mis mon adresse courriel, vous pouvez l'utiliser, ça va me faire plaisir de vous répondre. Il y a aussi mon site ou ma page YouTube sur laquelle je mets plein d'informations sur la microbiologie, sur le système immunitaire aussi. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. J'espère que vous avez appris un truc ou deux sur les maladies émergentes. Bonne journée.